un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Luc Sozoule. Avec l'attaquant de Michel, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement à pied, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Commissaires de course, une émission pour les amoureux du cyclisme que vous pouvez retrouver désormais sur notre chaîne YouTube ou sur le forum du site Vélo Club du Net. Moi, c'est Max, alias Albator sur VCN. Et aujourd'hui, pour évoquer l'actualité du moment, sont réunis Baptiste, alias Allez la SSE. Bonjour tout le monde. Théo, alias TTU. Bonjour. Daniel, alias Topic. Salut à tous. Et Cédric, alias JFK. Salut. Alors, aujourd'hui, cher commissaire, nous allons revenir sur le monument du jour, si vous le voulez bien. Avec d'abord un petit rappel des résultats de ce Paris-Roubaix. Le podium principalement. Donc, victoire de Peter Sagan devant Sylvain Dillier. À la 3e place, on retrouve Niki Terpstra. Et ensuite, 4e, 5e et 6e, des Belges, dont le vainqueur de l'année dernière, à la 4e place, Greg Van Avermaet. Voilà, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette édition 2018 ? Daniel, tu veux bien commencer ? Oui, alors moi j'ai envie de faire une petite référence historique, c'est-à-dire après la drôle de guerre, c'est la drôle de course. Alors j'ai beaucoup apprécié cette course qui a été lancée de loin et plutôt débridée, mais c'est vrai que une fois de plus je m'interroge un peu sur l'attitude des divers favoris et de leurs équipes. Je comprends pas forcément à quoi ils ont joué, pourquoi ils sont tous regardés. Et je pense peut-être à cause de l'intensité, justement. Ouais, certainement. Mais je pense qu'on va revenir un peu plus en détail là-dessus au cours de l'émission. Donc je vais laisser la parole à Théo dans l'immédiat. Oui, non, pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit. Juste, j'ai l'impression que cette année, la course a commencé bien avant à Rambert. Je crois qu'il s'était plus que 40 avant la trouée, quelque chose comme ça. Et du coup, ils n'ont pas décroché pendant 150 km. C'est peut-être ça qui explique la passivité à un certain moment des favoris, quoi. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Baptiste. Oui, je pense que c'est aussi, on en avait déjà parlé, une campagne de Flandrienne où il n'y avait pas forcément de patron dans le peloton et dans les favoris des Flandriennes. Et je pense qu'on l'a peut-être encore vu aujourd'hui, même si Sagan a vraiment impressionné en partant de loin. Mais voilà, on s'est regardé, on savait pas qui fallait marquer, on savait pas de qui il fallait prendre la roue. Je pense aussi que ce qui a pu jouer, effectivement, la course s'est pas mal déclenchée avant à Rambert, mais est-ce que vous pensez pas aussi que le fait qu'il y ait un coureur de moins par équipe a pu aussi déjà enlever un équipier assez tôt à des équipes et peut-être que parce qu'il y a eu plus d'incidents mécaniques ou plus d'aléas très tôt qu'avant, ça a déchaîné ça a permis qu'il y ait très vite les leaders isolés et du coup aussi, qui dit leader isolé dit leader qui ne sait plus trop quoi faire, quoi. Alors Cédric, là-dessus ? Oui, je suis partiellement d'accord. C'est vrai que les chutes ont joué un rôle assez important et malheureusement, il y a eu pas mal de grosses chutes avant même le début des pavés ou pendant les premiers secteurs pavés, ce qui était vraiment dommage, non seulement pour les personnes qui sont tombées. Et c'est vrai que ça joue un rôle un peu embêtant, mais quand même, si on regarde, il y a eu Trek qui se retrouvait à 3 ou 4 coureurs après à Rambert. Sagan n'était pas seul non plus. Les Quick-Step étaient aussi en nombre. Donc finalement, oui, ils étaient présents et je suis pas sûr que ce soit le nombre de coureurs par équipe au début de la course qui ait vraiment joué un gros rôle. C'est plutôt l'effet de course et aussi le fait que c'est dans la nature intrinsèque de Paris-Roubaix d'être difficile comme ça. Par contre, j'aimerais juste revenir sur un élément, c'est la météo. Sur le forum, beaucoup de gens faisaient des sortes de danse de la pluie en espérant un pavé super humide. Finalement, ça n'a pas été le cas. On n'a même pas eu beaucoup de poussière parce que la terre était encore humide et malgré tout, la course a été très belle. Donc voilà, cet argument météo, ça ne me touche pas tant que ça, disons. Les coureurs font la course. Voilà. Très bien. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Hein. Il y a eu beaucoup d'intensité. C'était une course où la guerre a démarré très tôt, souvent provoquée par des faits de course comme les chutes. Et après, on a un leader attardé qui doit se retrouver à chasser. Ça arrivait à Van Avermaet assez tôt dans la course, par exemple. Ça arrivait plusieurs fois à d'autres. Mais voilà, certains ont fait quand même la remarque
sur le fait que c'est peut-être aussi le vainqueur en lui-même qui rajoute peut-être aussi ce petit plus supplémentaire qu'on a éprouvé en regardant le déroulé de la course. Daniel. Oui, non, je voulais dire que tu parlais des leaders attardés qui devaient chasser. Bon, ça, je crois que c'est assez classique sur Paris-Roubaix. C'était plus les attaques un peu lointaines de Quick-Step qui m'ont surpris, moi. Ce qui a peut-être causé une espèce de perte de contrôle de leur part, puisque ensuite, on a vu d'abord Gilbert attaquer, je crois, à 90 km de l'arrivée, juste après la trouée d'Arambert. À la fin de la trouée, c'est ça. Voilà. Avec Tennyson, ouais. Ouais, peu après, quelques kilomètres après, il a été repris et c'est Stibar qui est parti à l'abordage. Et c'était pas encore les bons coups, mais ensuite ils ont un peu disparu de la circulation et pourtant il y avait 4 quick-step toujours dans le peloton des favoris, 3 ou 4, mais ils n'ont plus su peser sur la course comme ils le font d'habitude. Et voilà, je pense que c'était un peu ça la surprise finalement, c'était le fait qu'ils se découvrent un peu trop tôt peut-être. Je pense que finalement, il n'avait peut-être qu'un seul step qui était vraiment au-dessus aujourd'hui, c'est-à-dire le même que la semaine dernière. C'est peut-être ça aussi le problème, et de ne pas pouvoir réussir à peut-être clairement identifier un leader. C'était peut-être aussi une tactique un peu pour préserver Gilbert. Je sais pas, c'est une supposition, hein, par exemple. On peut imaginer quelque chose comme cela. Quick-Step qui ne savait pas trop à qui donner le leadership pour cette course et qui a préféré attendre les événements pour que ça se décide plutôt que d'arriver à provoquer elle-même la décision comme elle a l'habitude de le faire. Oui, c'est Cédric peut-être par rapport à ça. Mais j'ai quand même quelques interrogations sur la tactique qui a été faite par Gilbert. Pourquoi est-ce qu'il a attaqué aussi loin de l'arrivée? Est-ce qu'il s'est senti trop beau et il espérait vraiment lancer les grandes manœuvres, ou c'est juste une stratégie d'équipe où il a été en quelque sorte sacrifié? Ça, j'ai un peu de la peine à comprendre parce que quand on voit ses performances, on aurait pu penser que c'était justement un des co-leaders. Donc pourquoi est-ce qu'il est parti aussi vite? Ça, vraiment, je ne sais pas comment vous l'analysez. Peut-être Baptiste. Ouais, je pense que en sortant de la trouée d'Arambert, il y a souvent un groupe qui part quand même dans Paris-Roubaix, et je pense que Gilbert a cherché à anticiper, ce que sans doute d'ailleurs ensuite d'autres ont cherché à faire et sans y parvenir, et sans doute d'ailleurs même ce que Sagan a pensé faire en partant. Puis au final, quand il a vu qu'il était tout seul, qu'il revenait avec des mecs qui finalement pouvaient rouler avec lui, ils sont partis. Mais pour revenir sur le collectif Quick-Step, tu disais tout à l'heure, Cédric, que plusieurs équipes se retrouvaient quand même en nombre important dans le final de la course, malgré un peloton très écrémé. C'est vrai, mais grosso modo, l'effectif le plus complet, c'était celui de la Quick-Step. Et on a pu se rendre compte, je crois, sur cette course, comme d'autres fois dans les Flandriennes depuis le début de la saison, que les Quick-Steps, en fait, ils savent pas trop courir en équipe, quoi. Ou alors, ils savent courir en équipe, mais quand il y a un des leurs qui est en tête. Et là, oui, là, pour courir les coups, là, pour marquer les autres et pour... déjà, pour que c'est plus facile aussi. Parce qu'il est en position de gagner, là oui. Mais quand il s'agit de s'organiser derrière, de savoir faire un choix tactique, moi par exemple, j'étais très surpris à un moment quand peut-être le groupe Sagan avait 30 ou 40 secondes d'avance sur le petit Terpstra. Il y avait derrière eux un peloton qui végétait à 10-15 secondes où ils étaient 30, dont plusieurs quick-step. Et si c'était un peu parlé, si c'était capable de mettre en place des tactiques d'équipe, les deux groupes se seraient joints parce que le groupe Terpstra aurait attendu suite derrière. Ils se seraient retrouvés à 4 quick-steps. Il y en a 2 qui se seraient mis à la planche, peut-être avec un coureur de chez Trek, peut-être avec un coureur de chez Katusha, je ne sais quoi. Mais voilà, au moins à une chasse à 30 avec 4 mecs qui roulent, ils auraient peut-être eu une chance de revenir sur Sagan. Et je pense aussi qu'un mec comme Terpstra, sans doute un mec comme Van Avermaet aussi, ont un peu peut-être péché par orgueil. Ils se sont dit, bah non, c'est nous les meilleurs, on va revenir sur Sagan, on va le faire. Bah, ils n'ont jamais réussi à le faire, quoi. Ouais. Oui, Théo, tu voulais dire quelque chose c'est pour revenir sur ce que disaient Cédric et Baptiste. Enfin, Cédric, tu te demandais pourquoi Gilbert était parti aussitôt. Peut-être qu'il était sacrifié. Moi, je pense que c'est plutôt, vu qu'il n'y a pas vraiment de leader au départ pour un Quick-Step, le Quick-Step qui est devant devient le leader et toute l'équipe joue pour lui par la suite. Du coup, c'est pour ça qu'il a tenté de partir le plus tôt possible, parce qu'il n'avait pas envie que ce soit un Stibar qui prenne ce rôle. Et du coup, on a vu qu'après, une fois que Gilbert a été repris, Stibar est parti aussi par la suite. Donc je pense que vraiment, il faut comprendre ces attaques de la Quick-Step par rapport à une dynamique interne de l'équipe et pas forcément par rapport à une stratégie globale réfléchie.
Ouais, moi je te Oui, Daniel. rejoins totalement là-dessus. Effectivement, je crois qu'on en avait même parlé lors d'une émission précédente. C'est le premier Quick Step qui part dans le bon coup, qui devient de facto le leader de l'équipe. Donc c'était un peu la course à l'échalote peut-être de leur côté pour être justement le premier. Mine de rien, une fois que Sagan est parti, peu importe ce qui s'est passé avant, Gilbert et Stibar, je pense pas qu'ils étaient complètement cramés quand même. J'ai vu que Finet était dans le bon groupe, très bien, c'est une belle performance et une belle renaissance pour lui. Il a fait une petite attaque au lieu de rouler pour Van Mark. Bon, au secteur pavé suivant, je crois que Capstra a accéléré, du coup ils ont repris Finet et là on se dit ah c'est pas mal, ça fait un équipier à Van Mark, c'est assez exceptionnel. Mais au final il n'a pas roulé et il finit je crois 8e pendant que Van Mark finit 6e. Pareil, Stibar, Gilbert, ils ont disparu de la circulation. Pourtant, ils finissent, je sais pas si c'est dans le top 10 ou dans le top 15. Je crois que Drucker et Degenkolb ont fait les équipiers aujourd'hui. Mais pareil, ils ont joué à moitié leur carte et ils ne se sont absolument pas sacrifiés pour le groupe des favoris. Et c'est vrai que ça, j'ai pas trouvé ça très utile ou pertinent d'un point de vue tactique. Alors, suite à cette intervention, il y a beaucoup qui veulent intervenir déjà. Donc, on va commencer d'abord Cédric et ensuite Théo. Oui, 2 points juste en vitesse. Le premier, c'est pour réagir sur ce qu'a dit Baptiste quand tu nous rappelais que souvent il y a des attaques qui se font après la trouée d'Arambert. Et si je me rappelle bien, en 2011, c'est justement à la sortie de la trouée que le groupe principal dans lequel était Johan van Sommeren part. Donc oui, c'est un moment qui est vraiment important. Et puisque tu nous rappelles ça, la question que je me repose maintenant finalement, c'est mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui essaie de suivre Gilbert à ce moment, sachant que des fois ça se regroupe un peu et que ça peut être l'occasion de lancer des mouvements de course. Et ça me fait rebondir sur la question générale de l'attentisme de certaines équipes qu'on a vues. Daniel vient de mentionner le fait que certaines stratégies d'équipe étaient un petit peu particulières, disons, où on voit plusieurs membres de la même équipe, mais il n'y a pas un vrai leader où on ne collabore pas. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs attaques de personnes importantes, évidemment Sagan en premier lieu, qui n'ont pas engendré de gros mouvements derrière. Et ça, c'est un peu surprenant parce qu'on pourrait se dire qu'il y aurait des outsiders qui pourraient essayer de profiter de l'occasion pour prendre le large avec lui et peut-être essayer de décrocher un top 10 ou je ne sais quoi. Et finalement, c'est pas arrivé. Donc, il y avait plein de choses quand même assez étonnantes dans cette course aujourd'hui. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est vrai que de manière générale, on a eu l'impression de moins voir les vrais équipiers se mettre à la planche, se faire mal, comme vous l'avez fait par exemple à Danielos l'année dernière pour participer à la construction de la victoire de Van Avermaet. Hein. Son action avait été quand même assez remarquable. Et cette année, on n'a plus l'impression d'avoir vu ça. Alors, est-ce que c'est dû au fait que tout le monde était un peu frileux, au fait aussi que la course avait commencé très tôt, peut-être plus tôt par rapport à l'année dernière aussi? Ça a dû jouer. Théo, pardon, c'est vrai que tu devais intervenir déjà avant. Excuse-moi, vas-y. Oui, non, pas de problème. C'est vrai que cette année, on voit que au moment des monts flandriens, au moment des secteurs pavés, là, il n'y a pas de souci, on envoie les watts, les leaders brunes, par exemple Terstra à la poursuite de Sagan bourriné sur chaque secteur pavé, mais à la sortie, à chaque fois, ça se regarde et on a l'impression que personne n'a vraiment confiance en soi, et du coup, il n'y a pas un groupe qui réussit à se faire la malle, on se regarde souvent derrière, et même chose, Daniel, tu parlais des stratégies d'équipe qui étaient un peu incompréhensibles, des équipiers qui ne se donnaient pas à fond. Je pense qu'il y a une équipe qui sort du lot quand même sur cette course, c'est la FDJ, qui a disparu en même temps que son leader. Ils se sont tous donnés à fond pour lui. Le seul qui n'a pas vraiment réussi sa mission, c'est Sarro, qui est remonté de manière incompréhensible pour terminer 26e. Mais belle perte de l'équipe quand même. Et si je puis me permettre, c'est vrai que peut-être le problème déjà mentionné par Baptiste avant, c'est qu'il n'y a pas un gros leader qui arrive à fédérer une équipe très forte autour de lui. Il y a les quick steps qui n'ont pas vraiment de stratégie d'équipe, comme le disait Baptiste avant. Il y a Sagan, mais qui a souvent une équipe relativement faible, mais là je le dis vraiment avec des guillemets, par rapport à d'autres équipes. Et les seuls qui finalement étaient assez forts vers la fin, c'était les Trek, mais à cause des événements des dernières semaines, ils étaient presque avec 3 demi-leaders. Degenkolb, qui est un ancien vainqueur, mais qui est parvenu à son top. Stuyven, qui est super fort depuis le début des classiques, mais qui est toujours près du but, mais pas au but. Et il y a Petersen, cette surprise de la semaine dernière, qui finit 2e. Et donc, il se retrouve avec les 3. Et on ne sait pas qui doit rouler pour qui. Et c'est peut-être ça aussi un des problèmes. Il n'y avait pas un gros leader avec une très grosse équipe qui a pu prendre en main la course. Ce qu'on trouvait peut-être les années avant avec Boonen, avec Cancellara et d'autres. On a vu quand même Pedersen à un moment rouler un peu pour
Et Degenkolb a roulé aussi d'ailleurs. Et Degenkolb également, mais Degenkolb a également tenté des attaques, donc on ne savait pas trop exactement à quoi il jouait, c'est vrai. C'était des fois un peu plus confus. Pedersen, lui, a vraiment joué plus l'équipier fidèle sur cette course. Ouais. Bon, il avait eu l'occasion de briller autour des Flandres, donc là, je pense que ça lui posait aucun problème de suivre et de travailler pour ses leaders. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de. On a vu Burghardt quand même, Marcus Burghardt pas mal pour travailler, mais assez tôt finalement dans la course pour. Et justement, on en revient au fait qu'il y avait un équipier de moins. Je pense que malgré tout, ça joue parce que justement, des mecs comme Burghardt, des mecs comme peut-être qu'un mec comme Haas l'an dernier, avait été réservé plus tard, doit s'activer plus tôt, quoi. Et en fait, c'est aussi ça qui se passe, c'est que les coureurs, les leaders ont moins de coureurs pour les protéger, donc on a moins de mecs à pouvoir utiliser dès le début, et donc plus vite, ceux qui sont censés être les derniers lieutenants se retrouvent à devoir mettre la main à la pâte, et on se retrouve à très vite, surtout sur une course comme Paris-Roubaix, où il y a des crevaisons, des chutes, et où voilà, on est vite éliminé. Si on perd une minute dans un secteur pavé clé, c'est fini, quoi. Voilà, on le sait tous. Donc, surtout pour des coureurs qui sont pas au top, quoi. Je veux dire, pour les équipiers. Donc, assez vite, on s'est seul. J'ai l'impression que ça a joué aujourd'hui, quand même. Peut-être plus que sur d'autres courses depuis le début de saison. Ouais, je te rejoins. Je pense qu'effectivement, ça a forcément un peu joué. Bon, c'est aussi un peu le but de cette réforme. Donc, c'est pas forcément un mal. Mais après, c'est aussi aux autres coureurs de s'adapter à la nouvelle circonstance. Et je pense qu'un des problèmes, justement, c'est que beaucoup d'équipes arrivent sur la course en se disant on n'a pas un leader ou une stratégie très claire comme avec Bonnen à l'époque, par exemple. Donc, on s'adapte un peu en fonction des circonstances. Et à un moment donné, quand la course commence à s'échapper, on sait plus quoi faire. On n'a pas, tiens, Bonnen est à derrière, on roule tous pour lui pour le faire revenir. Non, on n'a pas ce cas de figure, donc tout le monde est un peu là, coincé. Mais moi, si je roule, j'aurai plus de chance face aux autres leaders, donc je m'arrête. Voilà, donc ça fait un genre de statu quo, mais c'est ce qu'on a vu pendant tout ce printemps, je crois. Justement, là, par rapport à ça, pour moi, il y avait pourtant quelqu'un qui a émergé et qui émergeait clairement dans la hiérarchie Quick Step ces derniers temps, et même encore une fois aujourd'hui, puisqu'il termine le premier sur le Quick Step sur le podium, le seul, c'est Terpstra. On l'a bien vu, il lâche quand même le groupe à la fin, il avait l'air d'être l'un des plus costauds, et dans la hiérarchie de l'équipe, il était clairement au-dessus des autres. Je suis pas forcément d'accord. Je suis pas sûr qu'au départ, au sein de la Quick Step, il est considéré comme être au-dessus des autres, et même pour tous les autres coureurs du peloton, c'est pas le big boss de la course. Et je pense que c'est ça aussi qui manque à ces Flandriennes cette année par rapport aux autres années. Il n'y a pas un scénario qu'on va retrouver tout au long des différentes courses. Il n'y a pas une polarisation sur quelques hommes forts. Il y a vraiment une masse informe qui fait que il n'y a pas vraiment de stratégie définie à l'avance. La seule stratégie, c'est plus ou moins on suit Sagan et on essaye dans le groupe avec Sagan à l'arrivée ou juste de terminer devant lui. Et ce qui fait qu'au moment où Sagan part, on a l'impression que tous les leaders sont complètement décontenancés. Ils savent plus quoi faire parce que leur seule référence sur quoi faire dans la course, elle correspond pas à leur plan. Du coup, ils se regardent. Je crois que tu as posté la photo sur le forum. Vraiment, ils sont tous en train de se regarder en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Ils regardent même plus que de se regarder entre eux. Ils regardent plutôt derrière eux, du genre, et alors, où sont les équipiers pour rouler maintenant? Il reste encore 45 km. Sagan est parti, qu'est-ce qu'on fait? Bon, voilà. C'est qu'on leur a dit au revoir. Il en demandait pas tant, lui. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance, du coup, à Sagan? Oui, c'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, Sagan gagne, mais Sagan ne gagne pas tout seul. Attention, il fait un numéro, il lâche tous les favoris, mais il n'a pas lâché Dillier. Donc, ça va être sans doute le moment d'ailleurs de dire ce qu'on pense de ce qu'a fait Sylvain Dillier aujourd'hui. Sagan a fait certes une démonstration à lâcher tous les favoris, mais je suis pas sûr que Sagan était au-dessus de l'eau aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Non. Très sincèrement, j'ai l'impression que si Terpstra l'avait suivi, ça aurait été vraiment une autre paire de manches. Alors évidemment, après, Sagan a dit qu'il aurait pu lâcher Dillier, mais qu'il ne l'a pas fait. C'est possible, mais il n'était non plus pas 20 jambes au-dessus de lui. Donc, il a peut-être eu quand même, en guillemets, de la chance de ne pas avoir Terpstra qui le suivait, parce que vraiment, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus difficile de s'imposer dans le cas présent. Mais après, évidemment, ça n'enlève rien à sa victoire, qui est vraiment très belle. Partir à plus de 50 km de l'arrivée et s'imposer. Ajouter un deuxième monument en étant avec le maillot de champion du monde, c'est vraiment magnifique, ça. Vraiment, bravo à lui, évidemment.
Mais aussi, je vais quand même dire que j'étais très très content de voir Dillier finir deuxième. Non seulement parce que ça confirme la théorie qui dit que si on part tôt dans les Flandriennes, on prend l'échappée du matin, on a quand même des chances de faire un bon résultat à la fin. On l'a très souvent vu sur Paris-Roubaix, ça se confirme encore une fois aujourd'hui. On l'a vu la semaine passée avec Pedersen et il a fini deuxième. Donc, pour les 2 monuments flandriens de cette année, je suis vraiment assez content de voir que le deuxième est quelqu'un qui vient de l'échapper. Et Max, tu voulais réagir, je crois. Il y a justement, oui, par rapport à ça, parce que c'est quelque chose dont on avait déjà parlé pour le Tour des Flandres. On a vu comment ça a réussi à Pedersen. On sait que ce type de course, et particulièrement Paris-Roubaix, c'est une course qui sourit aux échappés. Alors, pas forcément pour la victoire finale, mais disons qu'ils peuvent raisonnablement espérer un top 10 pour les plus forts d'entre eux lorsqu'ils parviennent à s'accrocher aux roues des meilleurs. On l'a vu récemment, on l'a vu encore aujourd'hui avec Dillier. Je ne sais pas où termine le deuxième échappé, mais il me semble que c'est Valais qui termine aussi à une place assez honorable. Bref, donc ma question c'est pourquoi ça ne bagarre pas plus pour prendre les échappées? Comment ça se fait qu'on ne retrouve aucun Français dans une échappée du monument organisé en France? Enfin, voilà, j'ai quelques interrogations par rapport à tout cela. Est-ce que déjà on va intervenir là-dessus? Oui, Théo. Oui, enfin, il y avait quand même un Français, il y avait Geoffrey Soupe qui est sorti à contre-temps. Au niveau des équipes françaises, c'est vrai qu'il y a eu un gros fait. Enfin, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que ça n'a pas bataillé. Ça a quand même mis 1 heure à peu près comme d'habitude. Mais en fait, contrairement aux autres années, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'équipes qui se sont dit qu'elles n'avaient pas forcément besoin d'aller dans l'échappée parce que je comprends pas que au moment où ça part, des Direct Energy ne ressortent pas, par exemple. Je prends cette équipe en exemple. Je pense qu'ils se sont vraiment dit qu'ils pouvaient simplement suivre les meilleurs et tenir. Oui, on peut imaginer que quelqu'un de petit, par exemple, pouvait nourrir de légitimes ambitions. Oui, Daniel, pardon. C'est vrai que ça a bataillé pendant assez longtemps pour prendre l'échappée, comme d'habitude sur Paris-Roubaix, mais j'avais l'impression qu'en général, c'était des petits groupes de 2, 3, voire 4 coureurs, et pas forcément des groupes de 10-15 coureurs, mais je pense que l'analyse de Théo sur le fait que beaucoup d'équipes n'avaient pas forcément besoin d'y aller. D'ailleurs, à G2R, dans l'absolu, avec Nassen, j'ai même été étonné que Dillier puisse partir dans l'échappée, et d'ailleurs, tant mieux pour lui, mais c'est vrai qu'à la base, c'est pas forcément très attendu de leur part. Et pareil, pour Direct Energy, je pense qu'ils ont voulu jouer la confrontation directe avec les favoris. Et la FDJ, là, c'est pareil. Il y a un point qui m'étonne un petit peu, c'est que, enfin, j'ai pas vu toutes les séquences du matin, mais en regardant la course, ce qui m'étonnait, c'est que quand il y avait des équipes qui étaient, en guillemets, piégées, elles se mettaient pas à rouler pour reprendre l'échappée et ensuite relancer quelque chose. Là, on aurait pu se dire, si les Direct Energy, par exemple, voulaient avoir quelqu'un dans l'échappée, ils auraient pu rouler, mettre un peu la pression et essayer de lancer quelqu'un ensuite, mais ça n'a pas vraiment été le cas. Ça a été les Quick-Step qui roulaient dès le matin, enfin, de ce que j'ai vu, hein, je regarde un peu dilettante la course le matin, mais c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Qui était au travail une bonne partie de la journée. Et ils ont pris en main la course une bonne partie de la journée jusqu'au passage des différentes chutes qui ont ensuite fractionné le peloton. Oui, donc c'est vrai que la performance de Dillier était assez notable. Beaucoup croyaient qu'il n'allait pas tenir jusqu'au bout. Un mot là-dessus peut-être, Baptiste? On va longtemps se demander si Jean Dillier a eu raison ou a eu tort de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire de relayer le plus possible Sagan. Alors, c'est marrant d'ailleurs parce qu'à la sortie de l'avant-dernier secteur pavé, enfin du dernier qui compte vraiment, là, à M, on a vu Dillier se porter à la hauteur de Sagan et lui dire un mot et qui ressemblait à quelque chose comme « merci de m'avoir attendu ». Parce qu'effectivement, on a senti, au moins dans ce dernier secteur pavé important, que Sagan aurait pu partir tout seul, mais qu'il a plus ou moins attendu Dillier. Donc sans doute que les deux s'étaient mis d'accord pour se relayer. En gros, Sagan a acheté le fait que Dillier travaille avec lui très tôt, enfin très loin de l'arrivée, en lui promettant en échange que au moins ils arriveraient ensemble le plus possible, tant que c'était possible, c'est-à-dire tant que les poursuivants ne les rattraperaient pas. Ils essaieraient d'arriver ensemble au Vélodrome. Sagan a dit d'ailleurs après l'arrivée que il avait fait en sorte de ne pas lâcher Dillier parce qu'il se sentait sûr de gagner au sprint. Bon, ça après il raconte ce qu'il veut, une fois qu'il a gagné il a forcément raison, mais en tout cas voilà, moi je trouve que c'est vrai que peut-être que Dillier aurait pu essayer d'être plus malin, d'être plus tactique, d'être plus
comment dire, sournois et d'essayer de faire le mort, de dire bah non, je suis cuit, débrouille-toi, etc. En même temps, je pense qu'il devait bien sentir dans les secteurs pavés que c'était déjà miraculeux qu'il soit là. Et je pense aussi que c'est un peu facile d'avoir ce discours-là. Et que si on avait été à la place de Sylvain Dillier, dans un peu le même type de coureur que lui, dans la roue du même coureur que lui et sur la même course que lui, on aurait tous roulé. Alors là, j'ai la déclaration de Dillier sous les yeux, hein, que je te donne là, puisqu'elle a été postée sur le forum. Donc, il explique qu'il y a un peu de déception, mais qu'il est quand même bien sûr très satisfait parce qu'il ne pensait pas au podium en partant le matin. Donc, je résume, et surtout ce qu'il dit à la fin, donc lorsque Sagan les rejoint, je lui ai dit qu'il fallait qu'on roule ensemble, ce que l'on a fait, parce que je pensais d'abord à ne pas nous faire rejoindre. Voilà. Donc, pour lui, c'est clair, c'est une forme d'accord qui a été trouvée assez facilement avec Sagan. Donc ensuite, est-ce que lui, il aurait dû un peu moins en faire? C'est difficile. Quand on est à sa place, imaginez un Sylvain Dillier qui tout d'un coup se retrouve à jouer le podium, voire peut-être la gagne, on ne sait jamais, avec un peu de chance, parce qu'il peut quand même pas exclure cette possibilité. Évidemment, à sa place, je pense que beaucoup de gens auraient fait comme lui et auraient roulé. Et je pense pas en plus qu'il ait donné vraiment de gros relais en se grillant totalement auprès de Sagan, hein, puisqu'il a pu quand même l'accompagner jusqu'au sprint. On voit que si le sprint il est un peu cuit, il termine pas non plus à 2 vélos derrière lui, hein. Donc il a géré assez bien pour moi, il a plutôt bien géré sa fin de course. Oui, Daniel. Oui, concernant le fait que Sagan aurait pu lâcher Dillier, je ne vais pas me prononcer parce que c'est quand même un peu difficile d'en avoir le cœur net. Mais j'ai remarqué que Sagan, il faisait un peu des queues de poisson devant les nids de poules dans les derniers secteurs pavés. Donc c'est qu'il était pas, à mon avis, pas si fort. C'est un peu limite, hein. Ouais, c'est un peu filou, mais bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, non, je pense que Dillier a eu raison de collaborer. Et Sagan a eu raison d'attendre Dillier si tel est le cas, puisque ça lui permettait de se reposer un peu de temps en temps aussi. Sinon, il y a quand même plus de chances d'exploser au bout de 50 km. Donc c'était bon pour Sagan aussi. Et pour Dillier, bien sûr que c'était bien de coopérer, puisque comme ça incitait à Sagan à le garder avec lui jusqu'après les derniers secteurs pavés difficiles. Par contre, je pense que dans les 3-4 derniers kilomètres, Dillier aurait dû relayer un peu moins, et notamment dans le dernier kilomètre, c'était pas la peine de le faire en tête, quoi. Oui, c'est vrai qu'il est arrivé en tête sur le vélodrome, c'est jamais une très bonne position lorsqu'on se retrouve en tête de groupe. Théo. Et puis même, ça se voit qu'il a essayé de jouer avec les nerfs de Sagan en restant haut à la fin, mais il tarde en fait énormément à lancer son sprint. Enfin, on dirait que j'ai eu l'impression que Sagan lançait le sprint de très loin, mais même pas tellement. Il fait un sprint de 200 mètres, je pense, quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, Dillier lui a laissé totalement la porte ouverte. Je pense qu'il y avait un manque de lucidité. Et je pense que vraiment, là où il peut s'en vouloir, c'est la gestion du dernier kilomètre. Il relaie une dernière fois avant de rentrer sur le vélodrome quand il est sûr qu'il va pas être pris. Et il lance son sprint vraiment trop tard. Enfin, on a l'impression qu'il attend que Sagan commence à bouger, ce qui n'était pas la bonne chose à faire en étant en tête. Je pense que sa seule chance, c'était l'effet de surprise. Mais bon, après, c'est toujours simple de dire ça derrière, assis sur mon fauteuil, après être resté sur mon canapé toute la journée. Et quand même, grand bravo à lui, parce que voilà, ça fait toujours plaisir de voir un coureur faire des performances comme ça. Ça m'a fait penser à Heyman. Je pense qu'on a tous pensé à Heyman du Paris-Roubaix de 2016 en voyant Dillier tenir secteur après secteur, quoi. Oui. Les 279 premiers kilomètres étaient pas mal. Bon, le dernier, il a un peu moins bien géré. Voilà, on lui pardonnera quand même, je pense. Ouais, personnellement, je suis très content pour Dillier, qui est, je pense, un gros équipier avec pas mal de potentiel et de possibilités, qui était un peu bridé chez BMC. Là, j'espère que chez AG2R, ça va lui permettre d'avoir un peu plus de liberté et de cartes à jouer individuellement. Et d'ailleurs, j'espère que Stefan Kung va s'inspirer un peu de l'exemple d'Illier qui va aussi quitter BMC pour s'émanciper un peu, parce que les deux ont vraiment un très gros moteur, un très gros potentiel, et c'est vraiment une équipe qui est pas faite pour ce genre de personnes. Évidemment, ils ont pu apprendre, ils ont beaucoup progressé, mais maintenant il est temps qu'ils puissent totalement s'épanouir, et j'espère que Kung fera la même chose que Dillier. D'ailleurs, Dillier, j'espère qu'il va continuer sur cette lancée parce qu'il est vraiment très fort. J'étais pas surpris de le voir à ce niveau, très sincèrement, sur Paris-Roubaix. Moins surpris que sur la route du Sud l'année passée, mais vraiment, ça fait le plaisir de voir qu'il arrive enfin à exploiter totalement son potentiel
Et vraiment, pour moi, ça m'a fait un grand plaisir. Max, tu voulais intervenir, je crois. Oui, disons alors juste pour clore le chapitre d'Illier, je me demande si sa relative fraîcheur, puisqu'il revient de blessure, finalement, il n'avait pas beaucoup couru. Il a gagné tout de suite à sa reprise, je crois, sur la route à Delhi. Et finalement, là, il fait de nouveau une très belle course. Ça me fait penser un peu, dans une moindre mesure, ce qu'a fait aussi Matthew Hayman lors de sa victoire. Voilà, donc c'était juste pour clore ce petit chapitre et avec Kung donc passer du point Helvète au point Cocorico peut-être. Je pense qu'il est temps d'aborder un peu le bilan, on va dire, le bilan français et puis malheureusement on risque de faire rapidement le tour de la question puisqu'il n'est pas très brillant. Le meilleur français termine à une modeste 26e place. Enfin, modeste, pas pour lui. Il s'agit de Marc Sarrault qui fait individuellement qui signe une belle performance, surtout qu'il a dû travailler pour Démarre en grande partie au début de course. Voilà, par contre, Démarre, oui, on peut parler carrément de déception. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut aborder le sujet est douloureux. Moi, je pense que Démarre, c'était pas un bon jour, c'est des choses qui arrivent, il n'y a pas lieu de s'acharner sur lui ou quoi que ce soit. On a vu qu'il était en grande forme et que c'était quand même une course qui peut lui convenir. Aujourd'hui, c'était pas son jour. Bon. Alors que ça avait quand même bien commencé. À l'arrivée du premier passage pavé, il était vraiment en tête de peloton avec son équipe. Donc on se disait qu'il allait être prudent, qu'il mettait toutes les chances de son côté. Je pensais vraiment le voir faire une grosse performance. Après, il y a cette crevaison et c'est là que ça devient bizarre parce qu'il avait l'air de peiner vraiment pour tourner. Et oui, là, c'est un mauvais jour, mais ça ne remet pas en cause son bilan global des classiques. Je pense qu'on y reviendra plus tard. Et voilà, ça arrive. C'est évidemment une grosse déception pour son équipe, pour ses supporters, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment lui jeter la pierre. Il avait l'air de s'être bien préparé. C'est presque la faute à pas de chance, je dirais. Peut-être que Baptiste aura un autre avis, je ne sais pas. Mais... je commence à me demander, moi. Je commence à me demander si Arnaud Démare a vraiment le potentiel pour gagner Paris-Roubaix. Ce qui est certain, c'est qu'Arnaud Démare a un très gros moteur, qu'il est très rapide au sprint et il l'est d'autant plus au bout de 250 km et plus. C'est comme ça qu'il a gagné Milan-San Remo. Et est-ce qu'il est vraiment fait pour un Paris-Roubaix, pour enchaîner plus de 50 km de secteur pavé, suivre des attaques? La seule fois où il fait un beau Paris-Roubaix, il le fait complètement sur la défense. En suivant les coups dans une course peu ouverte et où ça ne se décante pas entre les favoris. Clairement, même s'il peine aujourd'hui, je pense que s'il avait moins peiné, il n'aurait quand même pas été dans le coup, franchement. Et je le vois mal faire. Il n'a jamais fait sur ces courses-là, même sur les Flandriennes belges, il n'a jamais fait de course offensive où Christophe, quand il gagne le Tour des Flandres, il attaque, quoi. Et à aucun moment, je m'imagine Arnaud Démare faire un truc pareil. Et c'est vrai qu'il avait plutôt montré des progrès, et notamment sur le Tour des Flandres la semaine dernière, même si sur la fin, il craque. Mais c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tant que le Tour des Flandres s'est couru sur la défensive et par un écrémage par l'arrière, il était dans le coup. Et c'est peut-être plus facile aussi sur les bergs, parce qu'il est bon en placement, il s'est frotté. Et après, dans les bergs, on le sait, c'est plutôt nerveux avant les bergs. Et dans les bergs, ça ne va pas forcément si vite. Et voilà, je me demande à quel point il est vraiment fait pour ces courses-là. Je me demande si c'est pas un peu une erreur de management finalement que Marc Madiot lui ait mis ça dans la tête, qu'il se soit mis ça tous les deux dans la tête. Je me demande s'ils sont pas en train de se foutre dans une impasse là. Alors, j'aimerais juste réagir sur ce point parce qu'on suit quand même la carrière de Démare sur le forum Vessen depuis ses débuts. Et il y a eu des débats sans fin sur le profil de Démare. Est-ce que c'est plutôt un sprinter? Est-ce que c'est plutôt un spécialiste de classique? Et je me rappelle des fois où il était vraiment mal passé dans un sprint parce qu'il n'arrivait pas à frotter. Puis on disait non, mais il a une grosse pointe de vitesse, mais il n'a pas le caractère pour être un grand sprinter. Et donc, c'est vraiment un futur spécialiste des classiques. Et là, on a le discours un peu inverse. Je dis pas que c'est toi, Baptiste, qui change de discours tout le temps, mais l'analyse qu'on a sur ce coureur évolue en fonction de ses performances et surtout de ses contre-performances. Donc, on sait qu'il a un potentiel dans plusieurs domaines, mais à chaque fois, il y a des choses qui le limitent un peu. Et on a, en tout cas, sur le forum, la communauté du forum a souvent la tendance à dire que
quand il n'arrive pas dans un domaine, c'est parce qu'il est fait pour l'autre. Et 6 mois plus tard, quand il se plante parfois dans l'autre domaine, on se dit non, mais en fait, c'est un classic man plutôt. Donc voilà, je pense que jusqu'à la fin de sa carrière, on aura ce débat sans fin. Et je trouve ça assez amusant. Mais Max, tu voulais réagir, je crois. Juste pour peut-être vous aider à vous faire un avis dans les débats. Après, évidemment, ce sont ses déclarations à lui qui valent ce qu'elles valent. Arnaud Démare qui a déclaré donc après la course être très déçu et déjà s'être présenté dans un mauvais jour et en gros invoque toute une suite de petites choses, de pépins mécaniques, des petites coups sur le genou, des petites choses comme ça qui ont fait que finalement au fur et à mesure la machine s'est détraquée plus la course avançait. Voilà, et donc c'est comme si tout était allé de travers en fait d'un coup. Il n'y a pas de raison particulière, on va dire, à cet échec. Il en invoque beaucoup qui se sont toutes ajoutées les unes aux autres. Bon. Je trouve ça assez peu lucide comme réaction. Je trouve que sur Paris-Roubaix, tout le monde crève, tout le monde a un coup de moins bien, tout le monde est gêné par une chute. Et lui, à chaque Paris-Roubaix, c'est ça qui arrive, quoi. Alors aussi, peut-être qu'il dit ça et peut-être qu'il ne le pense pas vraiment. Hein, c'est peut-être aussi un discours de façade. Mais c'est même probablement le cas. Je pense qu'il est quand même un peu lucide aussi sur, par exemple, sa forme du jour et le fait que de toute façon, il n'aurait pas été devant. Mais malgré tout, voilà, il y a sur Paris-Roubaix, il n'y a personne. Tout à l'heure, on parlait de crevaison et je me disais dans ma tête, mais tout le monde crève à Paris-Roubaix, quoi. Voilà, tout le monde. Qui a fait un Paris-Roubaix sans problème mécanique? Ça n'existe pas. C'est vrai. Ouais. Cette année, je crois que Sagan quand même a été relativement épargné par la malchance. Il a eu un petit problème mécanique parce qu'on l'a vu réparer son vélo après avoir attaqué 40 secondes devant Terpstra. Au moment de stress d'ailleurs à ce moment-là, je crois. Je crois que Jalabert à un moment donné a dit que c'était peut-être une pub pour un sponsor quelconque et connaissant le personnage, c'est possible. Et oui, donc encore un petit mot, je pense, sur Arnaud Démare, n'est-ce pas Théo? Ouais, je comprends ce que voulait dire Baptiste, mais le truc c'est que si on se place à la veille de la course, Arnaud Démare, il a jamais fait une aussi belle campagne de Flandrienne. Et tu dis que peut-être que les monts, ça lui correspond bien. Je pense que tout ce qui entoure les monts, ça lui correspond bien. Donc, et devoir frotter pour se placer devant, mais l'effort physique du mont, ça lui va pas. Et c'est pour ça qu'il pète sur le dernier enchaînement vieux Quaremont-Paterberg. Et aujourd'hui, enfin, tout indiquait que ça allait être son meilleur Paris-Roubaix et il se rate. Donc, est-ce qu'il faut tout remettre en question? Est-ce qu'il faut lui laisser une seconde chance? Je sais pas, mais je serais pas. Enfin, tu n'étais pas sûr, tu disais que tu avais des doutes, mais moi je pense que ça peut juste être un mauvais jour et qu'il faut continuer, que la FDJ doit continuer à faire confiance à Arnaud Démare sur Paris-Roubaix. Sur les autres Flandriennes, c'est une autre histoire. Mais peut-être arrêter de toujours trouver des excuses alors. Non, mais concernant le dossier Démare, c'est un coureur apprécié et qu'on suit en particulier. C'est pour ça qu'on scrute ses moindres faits et gestes. Si Christophe un jour finit 90e d'une classique, on va pas dire il faut qu'il change son fusil d'épaule ou enfin tu vois, tout le monde s'en fout quoi. Donc là c'est parce que c'est Arnaud Démare. Sagan a fait 36e de Paris-Roubaix il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça, sur une chute. Bon. Certains d'ailleurs effectivement commençaient aussi à dire que peut-être que Paris-Roubaix n'était pas fait pour lui. Moi je voulais bien enchaîner sur une autre équipe française, c'est la Direct Energy, si je peux me permettre. Oui, c'est-à-dire qu'on nous a cassé les oreilles depuis le début de la saison avec leur Dream Team de Flandrienne, comme quoi ils allaient tout casser partout, que c'était une honte qu'ils n'étaient pas invités au Tour des Flandres. Bon, ils étaient là sur Paris-Roubaix, ça a fait pchit. On les a un peu vus, on a vu Petit bien placé à un moment dans la course, et puis ils ont très vite sombré. Après, à la décharge de leurs 3 Flandriens, j'ai l'impression qu'ils ont fait un programme très light en course ces dernières semaines. J'ai vérifié, Gaudin et Petit, ils ont couru 6 jours de course en 6 semaines. Ils ont fait aucune course par étape, ils ont juste fait les petites classiques où ils étaient invités en France et en Belgique. À mon avis, ça n'aide pas à bien se préparer. Et puis pareil, peut-être que les 3 avaient un mauvais jour, ou 2 avaient un mauvais jour et 1 a crevé, je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est dommage. On attendait monts et merveilles de leur part et ils n'ont pas répondu aux attentes. Oui, Chavanel a chuté. Il a pas crevé, il a chuté. Il a été hors jeu à cause de ça. Ouais. On a quand même eu une équipe française qui est un peu surnagée, il me semble, aujourd'hui, non?
Théo? Oui, il y a une équipe qui a surnagé, on les a vus à l'avant, c'est Vital Concept. Alors c'est une équipe qui est un peu en difficulté depuis le début de saison, mais on a vu surtout leur leader Bart de Backer avoir affiché un gros niveau dans les secteurs pavés, donc il finit que 21e au final, mais on l'a vu dans la course, il a tenu les leaders pendant un certain moment. Et aussi il y a un autre coureur qui a crevé l'écran pour Vital Concept, Tanguy Turgis, vraiment des signes d'espoir pour le cyclisme français sur Roubaix pour les prochaines années. Et si je puis me permettre, peut-être une leçon globale des Flandriennes de cette année, c'est un peu la montée en puissance de certains jeunes. Lors d'un des tout premiers débats de ce podcast, avant la classique avant les Flandriennes, on se disait qu'il manquait de relève et finalement on se retrouve quand même avec plusieurs jeunes comme Petersen, comme Guillier, comme Pollitt, comme Turgis, qui ont, à défaut d'avoir crevé l'écran, ont montré qu'ils avaient des capacités, qui sont en train de monter en puissance, et ça je trouve que c'est très réjouissant. T'as oublié Wout van Aert. Et Wout van Aert, bien sûr. Ouais, comment j'ai pu l'oublier? Bien sûr qu'il doit rentrer dans cette catégorie, évidemment. On avait il a 23 ans, ça fait longtemps qu'on le connaît parce qu'il vient du cyclo, mais il est encore très très jeune. On espère qu'il y a un jeune Français qui arrivera à peu près à ce niveau-là aussi, parce que aujourd'hui, il y a quand même, c'est pas la première fois bien sûr, et sur les Flandriennes on est habitué, mais il y a quand même une stat qui fait mal aujourd'hui, c'est qu'il y a 8 Belges dans les 15 premiers, et il n'y a aucun Français dans les 25 premiers. Oui. Alors après, on a quand même un Français qui dans l'équipe belge, qui a travaillé pour elle, qu'on voit aussi comme un futur. C'est déjà un Flandrien dans l'âme, c'est Florian Sénéchal, mais là pour l'instant, quand on est au rôle d'équipier, il peut pas vraiment se mettre en valeur. C'est vrai. Très bien, écoutez, alors en guise de conclusion, peut-être chacun s'il peut donner un petit mot, une petite sentence sur la course, ce qu'il a retenu, ce qu'il aura remarqué vraiment de plus notable. Si tu veux bien commencer, Baptiste. Je trouve que cette course est venue confirmer que la sensation qu'on avait depuis la campagne des Flandriennes, on avait dit à une précédente émission qu'on avait l'impression qu'elle avait toujours pas démarré alors qu'il restait plus que le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Maintenant elle est finie, et cette sensation elle était due au fait qu'on ne voyait pas vraiment un coureur au-dessus du lot, ou en tout cas ou plusieurs coureurs qui étaient vraiment des patrons. Et voilà, je trouve que ça a été un peu le cas aujourd'hui aussi. On l'a dit, peut-être que si Sagan a gagné, c'est peut-être pas parce qu'il était vraiment au-dessus du lot, mais plus pour des raisons de situation de course qu'on a évoquées. Et finalement, le seul coureur qui peut-être émerge, c'est Terpstra, parce que c'est vrai qu'il a gagné le 3, il a gagné le Tour des Flandres et il fait podium de Paris-Roubaix. Mais j'ai presque envie de dire que c'est un peu par défaut. Et on l'a vu aussi que c'était parce que il prenait les devants au sein d'une équipe qui était l'équipe la plus forte. Ça, oui, clairement, l'équipe la plus forte des Flandriennes, il n'y a pas de souci. On a tous bien identifié qui c'était. Et au sein en son sein, il y avait, Terpstra a peut-être été juste plus malin que les autres, même si aujourd'hui, il a aussi démontré sa force, bien sûr. Mais à bonne distance de Sagan, on n'a jamais vraiment senti qu'il pouvait revenir sur lui. J'ai eu l'impression qu'on était un peu dans un printemps un peu de dupes. Finalement, c'est quand même des hommes très forts qui ont gagné, Terpstra et Sagan, les 2 monuments, mais ça aurait pu aussi se jouer autrement. Et d'ailleurs, aux 2e places des 2 monuments, on retrouve des coureurs qu'on n'attendait vraiment pas là. Un dernier mot, Cédric? Oui, alors je souscris tout à fait au propos de Baptiste. Pour moi, la victoire de Sagan, aujourd'hui, c'est un peu son honneur retrouvé. Par 2 fois dans des podcasts précédents, je l'ai critiqué en disant qu'il était trop passif, qu'il n'était pas à la hauteur de son talent. Là, il m'a quand même donné tort d'une façon assez impressionnante. Et sans me baser purement sur les Flandriennes, mais sur les 3 premiers monuments de l'année, on retrouve quand même Nibali, Terpstra et Sagan qui sont 3 vainqueurs qui vraiment ne volent pas leur victoire. Et pour ça, c'est vraiment beau. Il y a quand même 2 de ces 3 victoires qui sont magnifiques, tout simplement parce que ça rend le palmarès du vainqueur encore plus grand. Et enfin, le dernier point que j'aimerais aborder, c'est le fait que pour les 3 premiers monuments, il n'y a pas eu d'arrivée groupée. Il y a eu évidemment aujourd'hui Sagan qui était avec Guillier, mais il n'y a pas eu de sprint massif. Et ça, vraiment, c'est une bonne surprise. Même si l'ensemble de la campagne n'a pas été extraordinaire comme on a pu l'avoir l'année passée ou il y a d'autres années, on a quand même eu 3 beaux vainqueurs. Et vraiment, rien que pour ça, je suis assez satisfait de ces classiques flandriennes et de Milan-San Remo 2018. Très bien. Je pense que c'est effectivement une belle façon de conclure ce long passage en revue donc pour ce monument. Après, il fallait quand même prendre le temps de disserter là-dessus. On s'excuse de ne pas pouvoir évoquer beaucoup d'autres sujets. On aurait bien voulu parler du retour de Taylor Phinney et de plein d'autres choses, de la confirmation de l'Hippolyte, etc. Mais le temps, hélas, nous manque.
Et donc, une dernière pensée pour Michel Goulart avant de quitter, de clore le chapitre sur Paris-Roubaix, puisqu'on a pris de ce coureur à l'heure actuelle, donc au moment où nous réalisons ce podcast, et toujours entre la vie et la mort. Donc voilà, on espère avoir des nouvelles très très vite, et en espérant bien sûr qu'elles soient les meilleures possibles. Voilà, une petite pensée pour sa famille et ses amis. Il faut encore qu'on aborde une dernière course. C'était la course qui s'est déroulée cette semaine, World Tour quand même, donc au Pays Basque. On en avait parlé la semaine dernière, donc juste pour la présenter. Après les premiers jours de course, c'était déjà dégagé 2 favoris. Maintenant, là, le verdict a été rendu donc depuis. On sait le vainqueur, Primož Roglič, donc il l'emporte devant Mikel Landa. Dans une édition assez particulière que moi personnellement j'ai trouvé très agréable à suivre. Je pense que notamment le déplacement du contre-la-montre de la 6e et dernière étape à la 4e a modifié aussi un peu la façon de courir des coureurs tout simplement, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu une belle édition. Voilà, ma première impression. Je ne sais pas qui a envie d'intervenir là-dessus. Ce que vous en avez pensé. Est-ce que quelqu'un a déjà eu l'occasion de suivre la course durant cette semaine? Oui, Cédric. Bon, alors moi, j'ai pas vu une seule étape de cette course, et donc mon avis sera très très court. Mais en fait, je voudrais juste rebondir sur les pronostics qu'on avait fait la semaine passée, où je voyais un des frères Izagirre gagner. Je me suis trompé, il finit seulement 3e avec Landa 2e, mais je suis très content de la victoire de Roglič, que j'avais suivi avec beaucoup d'attention sur le Tour de Romandie l'année passée. J'espère qu'il sera de nouveau là au Tour de Romandie cette année. Et j'aurais une question à vous poser, vu que j'ai pas pu voir les étapes, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec Alaphilippe? Parce qu'en suivant de loin le forum, on parlait beaucoup de lui pendant les premiers jours, et là, je vois qu'il n'est pas dans le top 10. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait juste m'expliquer un petit peu le déroulé de la course par rapport à ses performances? Peut-être Théo, tu voudrais dire quelque chose? Je pense qu'Alaphilippe, c'est comme sur Paris-Nice, au fur et à mesure des jours, il diminue, il baisse en puissance. Donc l'avant-dernier jour, il a perdu quand même pas mal de temps, 2 minutes, et le dernier jour, il a totalement explosé. Alors beaucoup de gens disent que c'est parce qu'Alaphilippe n'est pas un coureur de course par étape. C'est possible, mais il y a aussi, il faut quand même se souvenir qu'avant sa grosse blessure au Pays Basque, justement, de l'an dernier, il avait terminé 6e ou 7e du Dauphiné libéré en tenant jusqu'au bout. Donc peut-être que c'est juste encore un axe de progression à voir. C'est vrai que ce Dauphiné est un peu un contre-exemple qu'on cite souvent pour les qualités de récupération d'Alaphilippe. Mais là, ce qu'il a montré là, c'était un peu comme s'il courait chaque jour une course d'un jour. Ça a donné cette impression. D'accord, ouais, je vois. Je crois qu'il a essayé de s'accrocher au début un peu pour voir s'il n'y avait pas un coup à jouer au général. Et d'ailleurs, il a fait un excellent chrono. Il fait top 10 du chrono, si je dis pas de bêtises, ou top 15 peut-être, mais voilà. Il termine dans les 10. Et bon, voilà. Et le lendemain, c'est vrai qu'il pète, comme un peu, effectivement, comme tu l'as dit, un peu comme à son habitude. Il essaye quand même de limiter la casse avec Enric Mas, qui d'ailleurs fait l'équipier pour lui à tort, in fine, parce que Enric Mas aurait sans doute obtenu un bien meilleur classement général s'il avait pu jouer sa carte. Et je crois que samedi, il a senti assez vite que ça allait pas le faire, et qu'en fait, là, pour le coup, je pense vraiment qu'il a lâché l'affaire. Parce que il faut pas l'oublier, au-delà de la victoire de Roglič qui était très impressionnante, le Pays Basque pour beaucoup de coureurs, et à commencer par Julien Alaphilippe, c'est évidemment une préparation pour les Ardennaises, et je crois que voilà, une fois qu'il a senti que le général il avait plus grand chose à y jouer, il a surtout essayé de garder un peu de force pour l'Amstel, la Flèche et Liège, parce que ça arrive très vite. Et clairement, sur les 2 premières étapes, il y avait du jump chez Alaphilippe, et c'était un peu un message envoyé à distance à Alejandro Valverde, qui avait refusé le combat au Pays Basque, sera là pour lever le gant en Belgique. Il y a d'autres Ardennais qui ont aussi montré les crocs sur le Tour du Pays Basque. Déjà, en favori pour la Flèche Wallonne, je ne sais pas s'il sera cette année, mais Roglič a montré qu'il avait énormément de punch. C'est le seul qui a réussi à suivre Alaphilippe sur les 2 premiers jours. Et il y a Dylan Teuns aussi qui a eu du mal à commencer sa semaine, mais qui a très bien fini. Et donc voilà, qui lui aussi se prépare. Et après sa très bonne fin de saison de l'année dernière, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner dans les semaines qui suivent. Oui, c'est ça, c'est que pour la moitié des coureurs, cette course peut être un objectif. Pour Roglič, par exemple, on peut considérer que le Tour du Pays Basque était un objectif en soi.
pour une autre partie, par contre, c'est une course de préparation où ceux qui visent les Ardennaises ont tendance quand même à en garder un peu sous la pédale, hein, tout simplement. Ils ne vont pas se mettre dans le rouge pendant une semaine et arriver fatigués ensuite pour l'Amstel. Daniel, pardon, je sais que ça fait un moment que tu voulais intervenir, j'espère que c'est encore de pertinent d'actualité. C'était pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, la modification de l'épreuve chronométrée sur ce Tour du Pays Basque. Oui. Effectivement, le positionnement était pas mal. Le fait que ce soit un chrono plat aussi, ça favorise peut-être un peu plus les rouleurs, sachant que les 2 dernières étapes, c'était vraiment des étapes toboggan. Et on a vu Alaphilippe en difficulté, comme vous le dites. Roglic n'était pas non plus totalement à l'aise, lui qui était tonitruant en début de semaine et sur le chrono. Sur les 2 dernières étapes, bon, surtout sur la dernière, pardon, puisque l'avant-dernière, il finit 2e, je crois. Mais en tout cas, sur la dernière, il était un peu mis en difficulté par les grimpeurs de la Movistar notamment, et ceux de la Bora également. Au final, dans la dernière ascension, voire les 2 dernières ascensions, avec l'avance qu'il avait, il a géré comme il fallait. Il ne s'est pas mis dans le rouge, il n'a pas paniqué. Mais en tout cas, il était moins dominant sur cette étape et ça donne peut-être une indication pour d'autres courses par étape, notamment les grands tours, mais même des Tirreno ou des courses où il y a de la montagne, même le Dauphiné par exemple. Est-ce qu'il pourrait tenir sur ce genre de course? Je ne sais pas. Il faut dire qu'il était un peu seul contre tous, hein. La Movistar, c'était largement le collectif le plus fort de la course et Roglic, à 4 cols de l'arrivée, il était tout seul chez l'Auto Jumbo, quoi. Donc forcément, au bout d'un moment, je pense qu'il a un peu payé ça aussi. En plus, il a chuté au début de l'étape et il a dû chasser pendant une vingtaine de kilomètres, je crois. Donc peut-être que ça aussi, ça lui restait dans les jambes pour la dernière ascension. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Théo, sur le fait que des coureurs s'étaient testés, et tu parlais de Dylan Teuns, c'est tout à fait juste, comme Alaphilippe évidemment. Et un autre coureur qu'on a vu se tester, c'est Michael Matthews, qui lui ne vise pas la flèche chez Liège évidemment, mais qui sera du coup à suivre sur l'Amstel Gold Race, qu'il espère toujours remporter. Et je crois malheureusement qu'on ne verra pas Primoz Roglic sur les Ardennaises. Et au vu de sa démonstration dans les forts pourcentages sur la première étape, c'est bien dommage parce que sur le mur de 8, j'aurais bien aimé voir un Roglic taper l'attaque dès la flamme rouge. À mon avis, on n'aurait pas le même genre de flèche wallonne que d'habitude. Oui, c'est vrai que ça aurait été assez rigolo de voir Roglic commencer à accélérer dès l'entame du mur dans ces accélérations sans se retourner pendant 1 kilomètre. Est-ce qu'il en serait capable de ça? Je ne sais pas. Normalement, c'est pas son programme, mais ce serait marrant qu'il l'aligne sur la flèche au moins au dernier moment. Par contre, pour Matthews, Baptiste, tu disais qu'il n'était pas prévu, enfin qu'il ne visait pas Liège, parce qu'il a quand même fait une bonne place, il me semble déjà l'année dernière à Liège. Ouais, tu as raison, j'avais oublié ça, mais tu as raison, dans un Liège très attentiste finalement, un Matthews. Ce qui me fait dire d'ailleurs qu'un Peter Sagan aurait tout intérêt à perdre 3 kilos ou 5 kilos et à venir sur Liège. Je suis tout à fait sûr qu'un Sagan peut gagner les 5 monuments s'il fait l'effort. Autant les grands tours, j'y crois pas vraiment, autant je suis sûr que Sagan a le profil pour gagner les 5 monuments. Sagan, de toute façon, il va rentrer dans un nouveau cycle pour les championnats du monde qui seront très montagneux, donc il va perdre pas mal de poids. À voir s'il continue pour la saison prochaine, pour maintenant qu'il a gagné les 2 monuments flandriens, essayer de viser Liège et le Tour de Lombardie. Le Tour de Lombardie, ça paraît quand même, en tout cas dans la configuration actuelle, ça paraît quand même difficile, même en perdant du poids. Pareil pour ce championnat du monde. Bon, on va pas en parler peut-être tout de suite parce que c'est pas vraiment le sujet, mais il est quand même particulièrement difficile celui d'Innsbruck. On verra, on en reparlera à ce moment-là de toute façon. On verra combien il aura maigri, le gros Peter. Bien. Moi, j'aurais peut-être une petite question à vous poser à tous. On sort des Flandriennes, on commence les Ardennaises. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes enthousiaste pour ce deuxième volet des classiques, ou au contraire, il y a déjà la nostalgie de plus avoir ces combattants flandriens sur nos écrans? Moi, j'attends quand même avec une petite impatience l'Amstel Gold Race, qui est la plus flandrienne des Ardennaises. Ouais. Après, le reste. L'édition 2017 avait été assez sympa. La bagarre s'était déclenchée assez loin, je crois, à 40-50 km de l'arrivée. Moi, je signe pour une édition comme ça chaque année. Hein. Si on pouvait avoir le même scénario, sur la Flèche ou sur Liège, tout le monde serait content.
Ah, c'est clair. Donc, j'irais. Je l'aborde assez plutôt aussi confiant, comme Daniel, parce que on va l'aborder peut-être par la meilleure des trois, celle qui risque d'être la meilleure des trois avec le changement de parcours depuis l'année dernière. Je pense que la Flèche et Liège vont nous apporter une réponse sur un sujet qui fait débat. Je te vois venir. Ah. Lequel? Le nombre de coureurs par équipe. C'est quoi? C'est le nombre de coureurs par équipe, c'est ça, Baptiste? Exactement. Si Liège-Bastogne-Liège est aussi merdique que les années précédentes, on pourra dire que le nombre de coureurs, ça change rien. Par contre, j'attends vraiment de voir si ça va pas changer un peu des choses. Ce qu'il faudrait malheureusement, c'est que des coureurs se lâchent un peu plus aussi, parce que c'est une chose d'avoir un coureur en moins, c'en est une autre de pas attendre l'avant-dernière bosse, voire même la dernière, pour sortir d'un peloton qui reste encore composé de 60 coureurs, quoi. Mais le fait est que c'est typiquement sur ce genre de course qu'il faut espérer que ça ait vraiment un impact. Bon, et du coup, même si vous n'êtes pas forcément très impatient, est-ce que vous avez déjà des favoris pour cette semaine ardennaise? C'est toujours le même, non? Ouais, je pense qu'on pense tous on peut en après donner Nico quelques-uns. Car. On va faire un rapide tour de table avant de clore l'émission parce que là, on n'a plus vraiment le temps. Donc, tu veux bien commencer, Baptiste, puis Théo? Malheureusement. Je pense qu'en tout cas, j'ai peur que le suspense reste assez faible et qu'Alejandro Valverde, surtout vu la forme qu'il affiche depuis le début de saison, ce qui est tellement insolente et c'est hallucinant, quoi. Plus il vieillit et moins il fait de place hors du top 10 des courses auxquelles il participe. Donc, en tout cas, sur la Flèche et Liège, j'ai du mal à imaginer autre chose que Valverde, même si Alaphilippe a l'air d'avoir bien préparé son affaire. Sur l'Amstel, honnêtement, j'attends de voir si la course sera aussi livrée qu'en dernier. J'ai un peu de mal à y croire. Je pense que le nouveau parcours avait un peu fait perdre les repères aux coureurs, mais que cette année, ça va rentrer dans l'ordre, si j'ose dire. Et peut-être je vois bien un Flandrien sur la fin de... Voilà, un Gilbert avant un Vermaat, je ne sais pas exactement qui participe. Il y a Benoît aussi qui participe. Peut-être ça peut... Pourquoi pas Benoît, tiens? Peut-être même, je crois Peter Sagan au départ était prévu, mais je crois qu'il a dû finalement annuler sa participation. Théo? Un coureur que j'attends particulièrement sur l'Amstel, mais peut-être même sur Liège, la Flèche, j'y crois pas trop, c'est Philippe Gilbert. Alors, il a beaucoup parlé de son envie de gagner les 5 monuments, de participer à Paris-Roubaix, mais ces derniers temps, il a dit dans pas mal d'interviews qu'il programmait sa forme pour être à son top à Liège, donc je suis un peu dubitatif, mais pourquoi pas. En tout cas, sur l'Amstel, je pense que ce sera un des gros favoris au départ. Très bien. Daniel? Non, moi, à part Valverde, peut-être Nibali, mais non, moi, j'ai pas de favori sur ces courses-là, je verrai bien. Très bien. Oui, c'est vrai que c'est difficile d'exclure le Benjamin Button du peloton des favoris. Cédric? Comme tout le monde, Valverde et peut-être Al Basini qui va faire ses 3 semaines dans l'année. Et j'y crois pas du tout, mais je me dis qu'il fera sûrement 2 ou 3 top 10 et voilà, ça sera ma consolation pour ces Ardennaises à venir. Mais évidemment, c'est Valverde le grand favori, tout en espérant qu'il y ait une grosse surprise. Pourquoi pas, juste pour changer un petit peu, parce que la routine, au bout d'un moment, c'est ennuyeux. Oui. Parmi les outsiders, il y a quelques noms comme celui de Dylan Teuns qui revient, qui est souvent cité quand même. Bon, et puis du côté français, les meilleures chances sont effectivement avec Alaphilippe. Voilà. Écoutez, je pense que effectivement la liste des favoris pour ces Ardennaises, semble quand même bien plus courte que celle des Flandriennes. On a un nom, parce que on est gentil. On verra bien ça, on fera le point très très vite, puisque l'Amstel arrive à grands pas. Donc je vous remercie à tous et à toutes de nous avoir suivis. Et merci encore. Donc, et vous pouvez nous retrouver donc sur la chaîne YouTube ou sur le forum. N'hésitez pas à poster commentaires, à laisser des questions. On essaiera d'y répondre le plus vite possible. Et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Bye. Au revoir. Au revoir.